Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de Lugdunum, musée et théâtre romain. Le musée de sites archéologiques situé à Lyon, sur la colline de Fourvière et qui constitue un ensemble patrimonial exceptionnel. Ce lieu, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et témoin précieux du passé antique de la ville, est aujourd'hui un lieu de vie, puisqu'il est possible de s'y promener, d'y pique-niquer, d'y faire son footing et même d'assister au festival romain, un festival de reconstitution historique qui permet d'appréhender l'histoire de façon vivante et dont la 3e édition est annoncée pour l'automne prochain. Vous l'aurez compris, que ce soit dans le musée ou sur ses sites, la programmation culturelle de Lugdunum s'adresse à tous les publics. Et pour l'illustrer, quoi de mieux que l'exposition temporaire actuelle jusqu'au 11 juin 2023 qui s'appelle « Spectaculaire, le divertissement chez les Romains », qui porte plutôt bien son nom puisqu'on y découvre les coulisses et les ambitions des spectacles romains, enrichis de présentations d'œuvres inédites, notamment certaines prêtées par le Louvre. Et toute l'année, on retrouve évidemment le musée avec son architecture atypique en béton brut, pensée par l'architecte Bernard Zerfus, qui nous permet de découvrir la vie des premiers Lyonnais. Une plongée à la fois ludique et passionnante au cœur de l'histoire que Lugdunum, musée et théâtre romain, incarne de la plus belle des manières. Alors, si vous avez envie d'un petit week-end à Lyon, je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir tout ça, en plus de visiter la ville des Lumières. Allez, à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, je reçois l'écrivain olympien Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 pour l'Anomalie, qui signe la direction artistique d'un spectacle actuellement au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 4 décembre et intitulé « C'est un métier d'homme » avec sur scène Denis Foucrault et David Migeot. En quelques mots, C'est un métier d'homme a déjà quelques années, puisqu'il s'agit à l'origine d'un recueil de portraits écrit par les différents membres de l'Oulipo à partir d'un texte de Paul Fournel, autoportrait du descendeur. Et si ce texte a donné l'impulsion première, tous les autres, joués sur scène au Rond-Point, suivent la même structure, en tentant de faire le portrait d'hommes qui parlent de leur métier, du descendeur au séducteur, en passant par le psychanalyste ou encore l'écrivain. Et justement, puisqu'on parle d'écrivain, avec Hervé Le Tellier, on a parlé ensemble de ce spectacle qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit du théâtre du Rond-Point, mais aussi de l'ADN de l'Oulipo, dont il est le président depuis le 2019, du rapport de ce groupe de travail aux contraintes, du lien qu'entretient Hervé Le Tellier à la lecture ou encore de ses projets après le succès de l'Anomalie. Bonne écoute. Bonjour Hervé Le Tellier. Bonjour. Alors on ne se connaît pas, il semblerait donc que vous ne soyez pas au courant, mais je vous ai découvert il y a une bonne dizaine d'années maintenant, grâce à mon mémoire à l'université, puisque j'avais intégré à mon corpus La Chapelle Sixtine, paru en 2005, aux éditions L'Estuaire, qui avait été adapté la même année sur les planches, au même titre que ces autoportraits aujourd'hui, écrits par des Oulipiens et des Oulipiennes, et ces autoportraits, ce sont plus précisément des portraits d'hommes qui parlent de leur métier, avec une forme, une construction qui leur est commune, comme une déclinaison, finalement. Il y a des années que ce spectacle y tourne, c'était le 1er juin 2013 exactement, il me semble, la première fois. Absolument. Alors je ne dis pas que c'est le cas, mais ce que ce spectacle pourrait nous dire aussi, c'est que un texte oulipien, c'est aussi un texte qui peut tout à fait avoir pour but d'être récité, d'être lu à voix haute. C'est une adaptation, donc effectivement, au départ, c'était pas du tout conçu pour être monté au théâtre. On avait un projet d'écriture dont la genèse est la suivante. Paul Fournel avait écrit une nouvelle qui s'appelait Le Descendeur, dans un livre qui s'intitulait Les athlètes dans leur tête. J'ai trouvé que la structure du Descendeur, telle qu'il avait écrite, était incroyablement puissante. C'est-à-dire l'évolution dramatique, la présentation, les relances intérieures, les métaphores, tout ce qui constitue la matière vraiment musculaire d'un texte était très très forte. Et j'ai pensé que peut-être, puisqu'il y avait un colloque consacré à Paul Fournel et qu'on me demandait de parler des nouvelles de Paul, je pourrais utiliser cette matrice pour écrire autre chose. Et le texte de Paul commençait par mon métier consiste à descendre du haut de la montagne jusqu'en bas. Un métier humain, je suis descendeur. Voilà, et ça commençait comme ça. Et je me suis dit que ça pouvait vraiment s'adapter autrement.
j'ai écrit un premier texte qui s'appelait Le Séducteur, un deuxième texte qui s'appelait Le Psychanalyste, un troisième qui s'appelait L'écrivain, etc., etc. Et comme l'Oulipo a trouvé ça plutôt amusant, tout le monde s'est pris au jeu. Même Paul, qui a réécrit une suite qui s'appelait L'Écorcheur. Et sont venus ainsi sous la plume des Oulipiens, le tyran, le buveur... le blasphémateur, le président c'était vous. Voilà, etc. Alors, c'était quand même assez riche. On a fait un livre qui s'appelle « C'est un métier d'homme », publié chez Mille et une nuits. Et j'en ai un jour parlé à Frédéric Bellé-Garcia, qui dirigeait le théâtre d'Angers, et qui m'avait demandé si par hasard j'aurais pas une idée d'une pièce un peu bizarre. Je lui ai dit, écoute, c'est pas une pièce, mais à mon avis, ça s'adapte. Il en a parlé à David Migeot et à Denis Foucrault, qui ont trouvé le texte vraiment intéressant. Et il y a 8 ans, ils ont créé la première mouture de ce spectacle, qui s'appelait donc « C'est un métier d'homme », parce que c'était un titre provocateur, parce qu'il y a évidemment des femmes aussi, il y a aussi des animaux, il y a aussi des nombres, donc on voit bien que ça se développe très au-delà de l'univers humain, et on a créé finalement un petit embryon de pièce qui est devenu une vraie pièce. On a tourné pas mal de fois, 3 saisons, une saison à Avignon, on a beaucoup tourné. Mais on n'était jamais venu à Paris, et j'en ai parlé à Jean-Michel Ribes il y a peut-être 3 ans, je lui ai dit, écoute, peut-être que cette pièce, ça peut vous intéresser. Il a regardé, il a dit oui, et voilà. D'ailleurs, le Théâtre du Rond-Point a un vrai lien avec l'Oulipo. Comment s'est passé le début de cette relation finalement? Pourquoi ce théâtre-ci? Je pense que c'est des affinités électives, comme on dit. C'est-à-dire, Jean-Michel Ribes avait travaillé avec Topor. On voit bien le nom des salles, Topor, Tardieu. Ce sont des gens proches de, pas forcément l'Oulipo, mais Tardieu, oui, vraiment beaucoup, mais qui en tout cas appartiennent à un univers qui est très proche du nôtre. Oui, c'est pas... Et donc il y a pas... voilà, c'est assez... il y a des vraies incointances. Donc, à un moment donné, on s'est posé la question de comment travailler ensemble. On n'avait pas a priori de projets théâtraux, mais plus le temps est passé et plus on avait des projets qui s'adaptaient. Et au début, ouvreur de littérature potentielle, c'est littérature, il n'y a pas a priori de théâtre. A priori. Mais en fait, de plus en plus, il y en a eu. Moi, j'avais des pièces. J'ai eu 2 pièces montées ici qui s'appelaient Moi et François Mitterrand, une autre pièce qui était Mon dîner avec Winston. Et l'Oulipo a eu 2 pièces également montées ici. Donc finalement, au fur et à mesure, s'est installé un lien d'amitié et puis une logique finalement qui correspondait aussi à la fréquentation du Théâtre du Rond-Point, qui s'attend à des pièces aussi absurdes et qui relèvent de l'univers oulipien et du jeu de mots, du jeu de langue, du travail sur autre chose que la simple scénarisation ou le simple... Enfin, la langue est au centre, quoi. Oui, et ça correspondait complètement au Théâtre du Rond-Point. Vous avez dit que l'Oulipo n'avait a priori pas de lien avec le théâtre. Est-ce que vous entretenez un lien avec l'Outrapo? Un peu. Alors, précisons rapidement, mais... C'est de tragicomédie potentielle. Voilà. Oui, un peu. C'est-à-dire, d'abord, il travaille un peu moins que nous. C'est pas pour leur faire le moindre reproche, mais nous, on travaille beaucoup et eux sont chacun pris dans des projets qui sont individuels. Ils se voient assez peu souvent. Les Oulipiens ont un gros avantage sur les tragédiens, c'est que les tragédiens, ils bossent ensemble, alors que les Oulipiens, ils travaillent tout seuls. Donc on travaille plus vite tout seul. Alors, on a des liens, et en même temps, il se trouve que beaucoup de nos pièces sont adaptées. Par exemple, C'est un métier d'homme. C'est tiré d'une nouvelle de Paul Fournel. Mais cette nouvelle de Paul Fournel a déjà été jouée par André Dussolier dans une adaptation qui s'appelait Les athlètes dans leur tête, où André Dussolier a beaucoup joué l'intégralité des nouvelles de Les athlètes dans leur tête, et il commençait forcément à chaque fois par Le Descendeur. Ouais. Donc il y avait déjà une expérience de ça. Donc oui, il y a des pièces qui s'adaptent facilement, des pièces de Perec qui parfois ne sont pas des pièces, mais qui le deviennent, comme par exemple L'Augmentation. C'est pas une pièce de théâtre au départ, c'est vraiment un texte.
et c'est souvent le cas, exercice de style dont tout le monde sait que c'est devenu une pièce de théâtre, c'est d'abord un exercice de style, et c'était pas destiné à être joué. Il se trouve que souvent, les acteurs, les metteurs en scène, trouvent dans le travail oulipien une matière extrêmement féconde pour créer de la situation théâtrale, et créer du ressort comique, du ressort scénique. Alors donc ça les intéresse. J'avais écrit aussi une pièce qui s'appelait... Une pièce, non, justement, j'avais écrit un texte qui s'appelait « Les amnésiques dont il y a vécu l'inoubliable », qui est 1000 réponses à la question « À quoi tu penses ?» Et j'ai un ami qui m'a dit « Écoute, laisse-moi piquer dedans, je vais en garder 120 sur 1000 et je vais faire une pièce. » Et effectivement, ça a fait une pièce très étonnante, très cohérente, où il y a 2 personnages, un homme, une femme. La femme qui pourtant a un rôle plutôt ingrat, puisqu'elle ne fait que dire « à quoi tu penses ?» et l'homme répond. En fait, Isabelle Cagnac, qui jouait le rôle de cette femme, joue un rôle décisif, parce que c'est elle qui tire toute la pièce, bien qu'elle n'ait qu'une seule réplique. Ouais, c'était très très étonnant. Donc il y a un travail forcément d'aller-retour entre le texte et le théâtre, et ça a toujours bien fonctionné. Ce qu'on pourrait peut-être dire aussi, c'est que le spectacle le montre très bien. Ça explore aussi une certaine richesse de la forme courte. Est-ce que vous aimez ça, la forme courte, typiquement? Est-ce que ça fait partie de l'ADN aussi de l'Oulipo ou pas du tout? Pas forcément, mais du mien, oui. Moi, j'adore la forme courte, c'est-à-dire j'adore la nouvelle. Tous les Oulipiens n'écrivent pas forcément des nouvelles, tous les Oulipiens ne sont pas des adeptes de la forme courte, mais néanmoins, il faut savoir que lorsque les Oulipiens travaillent, ils travaillent dans 4 domaines. Pour être un peu généraliste. La fiction, qui peut donner des œuvres énormes, comme par exemple La vie, mode d'emploi, qui est un texte de Pérec qui fait quand même un bon nombre de centaines de pages. Mais ça donne aussi chez Pérec des textes courts, comme Ellis Island, comme Ulcération, des petites formes, quoi. Deuxième forme, c'est disons ce qu'on peut appeler l'autobiographie. On trouve ça aussi chez Pérec. Tout le monde fait un petit peu des autobiographies à un moment donné dans sa vie. Et puis, il y a une autre forme qui est l'infraordinaire, qui est quelque chose qui touche autour des choses, de l'observation sociologique. Et enfin, il y a un 3e, 4e point qui est très important, qui est l'exercice oulipien. Et l'exercice oulipien, c'est court. Et ça veut dire que c'est exercice de style, c'est je compte jusqu'à 100, c'est des formes qui sont toujours de l'ordre de la minute ou 2 minutes ou 4 minutes. Donc c'est vraiment de la forme courte. Et évidemment, là, un acteur, un metteur en scène peut décider de s'en emparer et de faire quelque chose qui sera de l'ordre du fragmentaire, mais qui ne sera pas pour autant inintéressant, dramatiquement parlant. Quel est l'intérêt de cette contrainte dans l'écriture? Et le spectacle l'illustre assez bien, je crois. L'intérêt de la contrainte, c'est d'aller ailleurs. C'est-à-dire de se dire que la potentialité, c'est la capacité qu'on peut avoir à partir d'un texte quel qu'il soit, d'un texte source, souvent, de le déplacer, de le modifier, de le transformer, de le détruire et d'en faire autre chose. Là, évidemment, c'est un métier d'homme, on a la nouvelle de Paul, mais je pense à un texte beaucoup plus court encore, qui est un texte de Georges Perec, et qui s'appelle 53 variations, et qui prend... Longtemps, je me suis couché de bonne heure, et il prend la décision de détruire ce longtemps, je me suis couché de bonne heure, pour le faire aller dans toutes les directions possibles. Il n'y a aucune place au hasard, typiquement. Non, il y a peu de place au hasard. Quand il écrit longtemps, je me suis couché de bonne heure, et qu'il décide de l'écrire sans une seule fois la lettre E, ça donne durant un long laps, long malitato. Voilà. Ou alors il décide de faire un petit mouvement et de supprimer une lettre, et ça donne longtemps je me suis douché de bonheur, longtemps je me suis bouché de bonheur, longtemps je me suis touché de bonheur. Voilà. Et évidemment, on voit bien que c'est de la forme extrêmement courte, c'est extrêmement drôle, et il s'y exerce pendant un certain nombre de pages avec une efficacité réelle, quoi. Il y a une dimension qu'on vient d'évoquer, mais qu'on évoque moins, qui est celle de sonder les formes passées avec l'Oulipo, de travailler sur des œuvres qui ont existé, et s'imprégner des formes, disons.
qui ont été utilisés, ça veut dire en sous-texte que le langage, c'est quelque chose d'assez limité, au fond. Et très fluide, et très malléable, et très flexible. Ouais. Et quand on prend des œuvres anciennes, on peut prendre des centaines d'exemples, mais je vais en prendre qu'un seul. Allons-y. Je vais prendre un texte que tout le monde connaît de Molière, puisqu'on parle théâtre, et qui est Le bourgeois gentilhomme. Ouais. Le bourgeois gentilhomme est évidemment écrit en prose. Et il y a cette célèbre scène du bourgeois dans laquelle M. Jourdain, avec le maître de philosophie, discute de ce que c'est que la prose et se rend compte qu'il faisait de la prose sans le savoir. Et Jacques Jouet a eu un jour l'idée de réécrire cette scène en alexandrin. Ce qui fait que, soudain, M. Jourdain, qui s'étonne de faire de la prose, fait de la prose en alexandrin, ce qui est complètement contradictoire. Et emporté par son élan, Jacques, après avoir écrit cette première scène, a réécrit tout Le bourgeois gentilhomme en vers. Ouais. Et c'est assez fascinant. Alors, si vous voulez le lire, c'est publié chez POL et ça s'appelle Le bourgeois versifié. Et c'est totalement génial de prendre une œuvre ancienne et de la bousculer pour en faire une œuvre neuve. Et là, effectivement, c'est fascinant. Tout le monde s'intéresse à l'Iliade et l'Odyssée. On peut très bien réécrire l'Iliade et l'Odyssée autrement. Tout le monde l'a fait. Ouais. Joyce l'a fait, etc. Il y a une notion qui est très importante à l'Oulipo, qui est la notion de plagiat par anticipation. Ce sont des gens qui ont fait comme nous, à d'autres époques, en d'autres endroits, et dont nous considérons qu'au fond, ils appartiennent à notre univers de pensée, et on se les approprie avec une totale inélégance, sans doute, mais en même temps, sans aucun complexe. Puis il n'y aurait pas de l'élégance là-dedans, si, certainement. Si. Est-ce qu'il y a une contrainte, vous, oulipienne, qui est à vos faveurs, que vous utilisez plus que d'autres? Je dois avouer que ça dépend. C'est-à-dire que ça dépend des jours, ça dépend des... Pendant un moment, je dois dire que j'étais fasciné par une contrainte que je trouvais magnifique et qui était l'écriture d'un poème en utilisant uniquement les lettres du nom et prénom de la personne à qui on dédiait le poème. Ça peut être difficile pour certaines personnes. Oui, je crois, hein. Oui, c'est sûr que si on s'appelle... je suis en train de chercher aussi, mais... Anna, voilà. Ouais. Anna Sarah, on a du mal à faire que des A, etc. C'est plus compliqué. Mais Georges Perec appelait ça des épithalames. Okay. Et lorsque mon fils est né, je lui ai écrit un poème qui était composé uniquement des lettres de son nom et prénom. Et après ça, je dois dire que pas mal d'amis m'ont demandé d'écrire un poème lorsqu'ils ont appris que leur compagne ou qu'elle-même était enceinte et qu'ils avaient envie d'avoir un poème à partir du nom qu'ils avaient choisi pour leur enfant et du nom de famille, parce que c'est vrai qu'on a un poème qui est incroyablement personnel, puisque les sonorités, on va les retrouver dans le poème. Les sonorités des personnes, on va les retrouver dans le poème. Et ça donne un poème qui est incroyablement proche du nom de la personne. Et c'est assez poétique. Ouais, ça mériterait d'être... Oui. Et puis, il se passe quelque chose d'assez émouvant aussi, qui est qu'on ne va pas là où on veut. Si on n'a pas le droit au M, l'amour disparaît alors qu'on aime l'enfant. Donc, comment parler d'amour sans la lettre M? Et ça force donc à prendre des distances avec la langue, et finalement à accepter cette idée que la langue ne dit pas tout, et que puisqu'elle ne dit pas tout, on a le droit de le dire autrement. Est-ce que le lecteur, le spectateur aussi, pour les adaptations, a un rôle, pourquoi pas un devoir face à un texte oulipien? Est-ce qu'il y a un pacte qui se noue? Il y a un pacte qui se noue, qui est un pacte qui est exactement le même que toutes les conventions qui existent lorsqu'on rentre dans un art, quel qu'il soit. Quand vous rentrez dans un roman, le pacte, il est clair, c'est on vous raconte une histoire dans laquelle rien n'est vrai, mais très vite, vous acceptez que tous les personnages existent. Madame Bovary existe, Anna Karénine existe, Aurélien existe, voilà. Et vous acceptez ça, et les personnages deviennent vôtres, et vous y croyez. Quand vous arrivez au théâtre, vous acceptez tous les pactes du théâtre. Ça ne vous embête pas du tout que dans Cinna, on complote dans la salle du trône parce qu'il y a unité d'action, unité de lieu, et que voilà, ça se passe comme ça. Vous acceptez le fait que le Cid
il se réveille le matin, il va tuer les morts. À 16h, il est de retour dans la salle du trône et il retrouve Chimène après avoir tué son père. Le mec, en une journée, quand même, il fait du taf. Une sacrée journée, oui. Sacrée journée, quand même. Et ça gêne personne. Tout le monde se dit que, il a été rapide. Effectivement, il a gagné une bataille en 3 heures et puis il est revenu. Donc il y a une convention. Les conventions, on les accepte. Et même les conventions qui portent sur le langage, on les accepte. On accepte que les dialogues ne soient pas les dialogues de la vraie vie. On accepte que... Parce que si on donnait des dialogues de la vraie vie au théâtre, ça serait ennuyeux. C'est pas ça. L'écriture, c'est quelque chose qui nous éloigne de l'oralité. Et en même temps, lorsqu'on est dans l'oralité du théâtre, on ne doute pas une seconde que ça soit l'oralité de la vraie vie. Mais ça n'est pas vrai. Quand on écoute et qu'on enregistre une conversation qu'on a à table et qu'on la réécoute, on est effrayé par ce qui s'est déroulé dans la conversation. Alors qu'au théâtre, tout le monde parle les uns après les autres, en s'écoutant bien. Oui, c'est quelque chose d'assez bien ordonné finalement. C'est très 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 ordonné le théâtre. Dans les 3 sœurs, elles ont beau se disputer, elles le font de manière tout à fait... très très civilisée. Voilà. L'Oulipo, c'est un groupe de travail qui a été formé en 1960 par Raymond Queneau, François Le Lyonnais, qui se réunit chaque semaine. Alors c'est chaque mois, pardon, oui. Alors c'est quand même... C'est un groupe ça ferait beaucoup. de travail, mais c'est peut-être aussi un groupe d'amis, je ne sais pas. Vous êtes devenu oulipien en 1992. De quelle manière? Parce que désormais, vous êtes aussi le président depuis 2019 de l'Oulipo. Quand on devient oulipien, il y a 2 phénomènes. Premièrement, on découvre qu'on l'a toujours été. Et que finalement, l'Oulipo reconnaît en vous quelque chose qui était déjà là. On devient oulipien parce qu'on n'a jamais demandé à y rentrer. Oui, c'est assez important. Donc on ne frappe pas à la porte. Et on devient oulipien lorsque l'unanimité des membres de l'Oulipo décide que vous le devenez. Donc ça garantit aussi le fait que personne ne peut se plaindre que vous soyez membre de l'Oulipo, puisque de toute façon, tout le monde a été d'accord à un moment donné. Effectivement, ça devient un groupe d'amis, c'est-à-dire le groupe existe depuis 62 ans, ce qui est extrêmement rare pour un groupe. Et surtout, tous les fondateurs sont morts. Donc ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui sont tous des cooptés à un moment donné, alors qu'au départ il y avait 10 personnes. Voilà. C'est un groupe qui se féminise de plus en plus. Parmi les dernières, il y avait Clémentine Mélois, je crois. Clémentine Mélois. En fait, sur les 12 derniers membres, il y a 5 femmes. Ce qui n'est pas si peu que ça. Et la dernière, c'est Clémentine Mélois. Une autre femme avant, c'était Michel Audin, Valérie Baudouin, Michel Métaille, Michel Grangot. Il y a beaucoup de Michel, en fait. Finalement, pourquoi pas? Est-ce que ce ne serait pas une contrainte, ça aussi? On ne peut pas se limiter à ça, sinon on aurait raté Clémentine Mélois. C'est dommage. Donc, c'est un groupe qui se féminise et c'est aussi un groupe qui s'est internationalisé. Même si au départ, on avait des Américains, même si au départ, il y avait des Anglais, c'est un groupe qui, dans les dernières années, a fait rentrer un latino-américain qui est Eduardo Berti, qui est argentin, et un espagnol qui est Pablo Martín Sánchez. Donc, c'est un groupe qui conçoit la littérature comme un univers mouvant, un univers très très divers et qui s'exprime évidemment dans toutes les langues de tous les mondes. Et ça en fait quelque chose d'assez riche parce que, évidemment, chacun vient avec sa culture. Quand Eduardo Berti arrive, il arrive avec dans sa besace Julio Cortázar, Borges. Lorsque Pablo Martín Sánchez, il arrive, il vient avec Villamatas, il vient avec des gens comme Ramón Gómez de la Serna, il vient avec Cervantes, c'est son univers culturel. Et c'est pas le nôtre. On a beau aimer Cervantes, on n'est pas né avec Cervantes. Oui, on n'est pas marqué de la même manière. Voilà. On n'est pas Marquez, comme dirait l'autre. Pas Marquez, on n'est pas Marquez. Et donc, effectivement, ce sont des univers culturels qui sont différents. La présence d'un Anglais, ça nous amène tout de suite tout ce qu'on peut imaginer d'Oscar Wilde en passant par Lewis Carroll et Shakespeare. Et du rapport à la langue évidemment, aussi, un rapport à la langue qui est très très différent. Il y a évidemment des univers linguistiques et culturels qui nous manquent. Je pense en particulier
à l'univers oriental de la Chine ou du Japon, où on a des correspondants, où on a des gens avec qui on parle et qu'on connaît. Je pense à l'univers africain et maghrébin, ou oriental, moyen-oriental. On a des amis qui sont de langue arabe, qui pourraient faire partie de l'Oulipo. Pour l'instant, on n'a pas trouvé les moyens d'intégrer ces membres-là. Mais c'est pas du tout une contradiction d'avoir quelqu'un qui ne travaillerait pas sur l'alphabet. Au contraire, c'est très intéressant d'avoir l'idée de l'idéogramme et de savoir ce qu'on peut en faire. Complètement. Récemment, je discutais avec des Iraniens qui travaillent vraiment de manière différente de nous sur la poésie et qui ont un rapport aussi à la langue qui est lié à une culture zoroastrienne. Donc, une culture de la langue, elle aussi très très ancienne. Une des plus anciennes civilisations au monde, c'est quand même la Perse. Elle est antérieure à la civilisation judéo-chrétienne, elle est même antérieure parfois à la civilisation égyptienne. Donc il y a quelque chose de très 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 ancien dans la culture perse. Et leur rapport à notre travail, ça les intéresse. J'ai eu un Zoom, comme on dit aujourd'hui, avec une petite cinquantaine d'écrivains, étudiants, universitaires iraniens, et j'ai été très étonné de voir leur connaissance de ce que faisait l'Oulipo et de l'intérêt qu'ils portaient à ce type de travaux, qui leur rappelle le formalisme, en fait, qui était le formalisme de la poésie iranienne du 19e et 18e siècle. Est-ce que la traduction d'un texte oulipien est possible ? Bien sûr. Elle est doublement possible. D'abord, elle est possible parce que les textes oulipiens parfois fonctionnent sur la sémantique, et là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous pouvez traduire un texte comme La vie, mode d'emploi sans rencontrer la moindre difficulté dans la traduction, sauf à certains moments, il y a des petits trucs un peu compliqués. Mais dans la globalité... Mais si vous prenez La disparition, qui est un texte écrit sans la lettre E, l'intérêt, c'est pas de traduire La disparition dans l'autre langue sans respecter la contrainte de la suppression de la lettre principale de la langue. Et donc, en espagnol, quand on traduit La disparition, on réécrit toute la disparition. Donc ça veut dire que c'est pas du tout une traduction, c'est une adaptation, c'est une réécriture. C'est un travail aussi complexe que de l'écrire, La disparition elle-même. Et c'est pas simple. Ça m'a pas l'air simple en tout cas. Mais c'est pareil lorsqu'on traduit de la poésie. Si vous traduisez les sonnets de Shakespeare, vous avez le choix, hein. Soit vous perdez le rythme, soit vous perdez la rime, soit vous perdez le sens. Et si vous vous débrouillez bien, vous pouvez perdre les trois. Donc, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Hein. Donc, cette idée de la traduction comme vraiment comme une deuxième œuvre oulipienne, c'est juste. On peut traduire des textes oulipiens, et même la plupart le sont, mais c'est dur. Et c'est un vrai enjeu pour les traducteurs. Mais souvent, les textes, même pas oulipiens, c'est vraiment des enjeux pour les traducteurs. C'est vraiment compliqué. Alors quand ils sont oulipiens, c'est encore plus dur. Mais après tout, je discutais hier avec un ami, on était en Autriche, on discutait de ce que c'était que la traduction. Et si un texte ne présentait aucune difficulté de traduction, ça ne serait pas un bon texte. Ça me semble pas mal comme définition. Voilà. Est-ce que tous vos livres sont marqués par l'Oulipo ? Est-ce que tous vos livres sont oulipiens ? Non, j'ai des livres qui ne sont pas du tout oulipiens. J'ai écrit un récit familial. Toutes les familles heureuses, qui n'est pas du tout marqué par une volonté formelle de type oulipienne. Je raconte du mieux possible mon enfance jusqu'à l'âge de 22 ans. Et mon enfance va très loin. Donc mon enfance, mon adolescence et mon côté jeune adulte. Voilà. Donc là, c'est pas du tout, je n'obéis pas à des règles que je me suis fixées au départ ou que j'aurais ajoutées par la suite. J'ai aussi écrit un roman qui s'appelle « Je m'attache très facilement », qui est un petit roman qui obéit à une procédure, mais qui est une procédure qui n'est pas oulipienne, qui est « j'écris chaque fois que je peux dans les moments où je ne vois pas la femme que je dois voir ». Okay. Et donc j'avais beaucoup de temps parce qu'elle ne voulait pas me voir. Parce que j'étais célibataire. Et donc là, c'est une procédure. Donc les oulipiens ne sont pas forcés d'écrire de manière oulipienne. Ouais, bien sûr. C'était un peu le sous-texte de ma question, justement. Ouais. Vraiment, on n'est pas une école. On ne pense pas du tout que c'est la seule manière d'écrire. Ouais. On n'est pas non plus une avant-garde parce qu'on ne pense pas que c'est
qu'on est à la pointe avancée d'une quelconque littérature. Et enfin, pour finir sur cette question de ce qu'on n'est pas un mouvement. C'est-à-dire qu'on n'est pas surréaliste. On n'est pas les surréalistes, on n'a pas de position politique sur le monde, ni politique sur la langue. En fait, on en a un petit peu, c'est-à-dire qu'on a une idée de ce que c'est que la langue et de comment on peut se débrouiller avec, mais ce ne sont pas des positions théoriques affirmées qui voudraient défendre une position emblématique ou quoi que ce soit. Donc, on n'a pas vraiment volonté à édicter des anathèmes contre des poètes que par ailleurs on respecte énormément. Moi j'aime beaucoup les poètes du cri, j'aime beaucoup certaines poésies qui appartiennent à ce qu'on appelle la poésie sonore, je trouve ça parfois intéressant, en même temps moi j'en fais pas. Et puis il y a des poètes qui sont très éloignés de nous, comme Artaud, mais qu'on peut parfaitement apprécier. Il se trouve simplement que c'est pas ce qu'on fait. Il est bon de pouvoir aimer des choses qu'on ne sait pas faire et qu'on n'aimerait pas faire. C'est pas parce qu'on n'aimerait pas faire quelque chose qu'on n'a pas envie de le lire, quoi. D'ailleurs, oui, un oulipien, c'est un lecteur de toute évidence. Quel type de lecteur vous êtes, vous ? Est-ce que vous êtes compulsif ? Est-ce que vous aimez... Oui, je suis assez compulsif, mais je suis pas systématique. Okay. C'est-à-dire que je lis les livres qui me plaisent. Là, j'ai vraiment, et j'arrête de lire des livres qui ne me plaisent pas, c'est le deuxième critère. Donc, c'est une des grandes libertés qu'offre la lecture, qui est, contrairement au cinéma, où on est parfois coincé dans son siège, au milieu de 250 personnes, et on ne peut pas vraiment bouger du centre, où, comme un con, on a voulu se mettre, parce qu'on pensait que c'était le meilleur endroit pour voir le film. Il ne faut jamais faire ça. Voilà, donc... l'avantage d'un livre, c'est que si au bout de 20 pages, 40 pages, 50 pages, on n'est pas convaincu, on peut le poser et puis avouer à ses amis, celui-là, j'ai pas réussi à le finir. Donc, moi, je suis un lecteur, effectivement, sans être compulsif, mais assez boulimique. Mais ma boulimie s'arrête vite si ça m'intéresse pas. Le temps passe, donc je vais passer quelques questions. Les mardis de l'Oulipo, est-ce qu'on peut en parler ? Bien sûr, il faut en parler. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est tous les mardis, second mardi du mois. Alors, c'est ce qu'on appelle des lectures libres et gratuites, que les Anglais disent free, parce qu'ils n'ont pas de mots différents pour libre et pour gratuit, ce qui est quand même formidable. Voilà. Ce qui veut dire des à l'époque où il y avait un slogan qui s'appelait avortement libre et gratuit, ils avaient du mal à traduire la notion. Donc, oui, c'est ouvert à tous. C'est la présentation à Paris, à la BNF, à 9h, chaque mardi. Ça s'appelait autrefois les jeudis d'Oulipo, maintenant c'est le mardi. On aimait bien le jeudi parce qu'il y a le mot jeu dedans. Mais bon. Il y a marre. Voilà, il y a marre. Donc le mardi d'Oulipo, c'est tous les mardis à 19h à la BNF, dans le grand auditorium. C'est la présentation soit d'œuvres nouvelles, de work in progress, et aussi parfois de classiques qu'on a décidé de faire réécouter parce que les gens ne les connaissent pas forcément et qu'ils ont 30, 40, 50 ans, 60 ans et qu'il est bon de leur rendre hommage parce que d'abord ils sont dans le thème et ensuite ils résistent bien à la lecture même s'ils sont plutôt anciens. C'est l'occasion aussi de découvrir la vitalité du groupe et de comprendre que le groupe Oulipo est un groupe d'amis, quoi. Et je pense que un des plaisirs qu'il y a dans ce monde dans lequel le collectif a un peu disparu, dans lequel on s'individualise de plus en plus, dans lequel on assiste à une ubérisation de la société, l'idée qu'un groupe d'amis, collectivement, monte sur scène pour présenter gratuitement à des lecteurs des choses qui se font, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas mal. Ouais, et puis c'est aussi dire que la littérature reste un lieu vivant, un lieu partageable, et où même parfois on va vers l'interactivité, c'est-à-dire un mot qu'on n'aime pas trop, mais qui dit ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il arrive que certains textes soient des textes dans lesquels on exige au public de participer. Pas tout le temps, mais une fois sur 3 ou 4, effectivement, il y a une participation qui peut être demandée. Enfin, il faut que le public réagisse. Vous êtes sur un nouveau roman, là ? Ou un nouveau texte, un nouveau travail, un nouveau projet ? Je viens juste de finir un projet, qui est un projet qui m'a été proposé par un ami, qui est un projet musical. C'est un hommage fait par un compositeur
qui s'appelle Sylvain Moser, qui est un compositeur qui adore Satie, qui adore Debussy, Massenet, Ravel. Et il a composé 12 morceaux entre 3 et 4 minutes consacrés au Jardin de Paris. Okay. Il m'a proposé ces morceaux, j'ai écrit des textes qui parlent aussi des jardins auxquels il s'est intéressé. Et enfin, on a contacté Charles Barbérian, qui est un de mes dessinateurs et peintres préférés, pour qu'il fasse des aquarelles pour les illustrer. Donc pour l'instant, on est sur un projet, un triptyque, musique, texte, images, et on a fini. Maintenant, on essaie de trouver un éditeur intéressé. Et puis je suis sur un roman un peu compliqué, qui est un roman... j'avais écrit un roman qui s'appelle L'Anomalie, qui est un roman en tresse. Que je pense personne connaît, mais... Non, je le mentionne, voilà. Et celui-là est un roman en spirale, c'est-à-dire fonctionne pas du tout pareil. Il y a 3 romans qui tournent les uns sur les autres, et à la fin on comprend dans les derniers chapitres pourquoi ces 3 romans sont vraiment très intimement liés. Okay. Ils se passent à 3 époques différentes, et ces 3 époques jouent un rôle. Très bien. Je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager, Hervé Letellier ? Alors, en ce moment, je suis plutôt orienté vers les livres, donc félicitations. Je serais désolé de ne pas pouvoir mentionner de films, mais je ne suis pas allé au cinéma depuis un certain temps. Le dernier film que j'ai vu, c'était Temps plein, que j'avais trouvé formidable, mais ça date d'au moins 1 an. Ok, mais je le mettrai quand même. Et puis, les derniers livres que j'ai lus, c'est ceux de la rentrée, donc il y en a vraiment 2 qui m'avaient beaucoup plu. Le premier, c'est un livre de Grégoire Bouillet. Et bon, Le cœur ne cède pas. Voilà, Le cœur ne cède pas, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien ce que fait Grégoire de manière générale. J'aime beaucoup ce que fait Grégoire de manière générale. J'avais énormément aimé le dossier M et les 2 livres précédents, Rapport sur moi, L'invité mystère, etc. C'est pour moi des très grands livres. C'est un des meilleurs écrivains français. Et j'avais beaucoup aimé un livre de Giuliano De Empoli qui s'appelle Le Mage du Kremlin, qui a raté le concours à la voix du président près, et qui est un roman, qui pourrait être un essai, mais qui en réalité est un roman. Un premier roman. Un premier roman sur... cette période un peu complexe qui date de la chute de l'Empire soviétique jusqu'à la création de la Russie d'aujourd'hui, vue à travers les yeux d'un observateur un peu spécial qui est le conseiller de Poutine. Et la description des rapports de force entre ce que nous appelons les apparatchiks et la nouvelle nomenclature russe, c'est dur à dire. Hein. Ça a l'air. Ouais, ça l'est en tout cas. Et voilà, et c'est un très très bon livre pour comprendre des conflits d'aujourd'hui, pas les lire de manière simpliste, mais essayer de comprendre ce qui fait la spécificité de la Russie, et qui fait qu'effectivement il y a une adhésion qui peut nous déplaire, mais qui est une adhésion quand même assez réelle d'une partie non négligeable du peuple russe derrière Poutine. C'est un métier d'homme, c'est jusqu'au 4 décembre au Théâtre du Rond-Point à 18h30 et le dimanche à 15h30 avec David Mignot et Denis Foucreau, et la direction artistique est assurée par Hervé Letellier. Merci beaucoup Hervé Letellier. Merci beaucoup. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. Merci beaucoup à Lugdunum, musée et théâtre romain, d'avoir sponsorisé cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.